mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne YouTube Mawazo Télévision. Je suis votre partenaire. Sur ces petites vidéos, je viens vous faire la synthèse des discours de l'ex-président de la République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange. Vous allez voir en bref, en résumant, ce qui nous a parlé. C'est jeudi le 23 mai 2025. C'est parti. Il était resté silencieux, très silencieux pendant plus de 5 ans. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, avait choisi de se retirer de la scène publique, mais en ce jeudi 23 mai 2025, le silence s'est brisé. Depuis sa ferme de Kingakati, il a pris la parole adressant un message fort à la nation. Une apparition qui soulève des interrogations dans un contexte de tensions politiques et sociales. Dans la même philosophie, vous allez suivre dans ces reportages les intervenants de Goma et de Kinshasa sur ces émissions. C'est parti. Je pense qu'il ne peut pas venir juste comme ça sans apporter une solution. Je sais que sa venue a un objectif et une importance. Et comme il vient d'arriver ici, nous avons la foi que la situation va changer, car il a passé plusieurs années au pouvoir. S'il est de retour, on sait qu'il fut notre président, et lorsqu'il était au pouvoir, la guerre était toujours là. Mais on ne sait pas s'il va changer quelque chose, car on ne sait pas d'abord son intention. Seul Dieu le sait. On ne peut pas dire qu'on s'oppose à son retour, car on ne sait pas s'il va changer la situation. Mais il faut qu'il change les choses, car rien ne marche dans notre pays. Nous souffrons beaucoup, nous les mamans, nous n'avons pas la paix. Accusé par le gouvernement congolais de soutenir les rebelles dans l'est du pays, Joseph Kabila entend participer aux efforts de paix dans la région en proie au conflit. Pourquoi a-t-il choisi la ville sous contrôle des rebelles? Pourtant le président Tshisekedi l'accusait de soutenir les rebelles. Si réellement il est venu pour la paix, il devrait choisir une autre ville comme Kinshasa ou d'autres villes comme Bandundu ou Maniema pour rentrer. Joseph Kabila a dirigé la RDC entre 2001 et 2019, avant de passer sénateur à vie depuis son départ du pouvoir. Selon des analystes, le retour de l'homme de son exil volontaire s'apparente plutôt à un signal positif pour la paix. Sa présence ici, c'est un dénouement au conflit, mais ce n'est pas un dénouement selon que les gens le pensent. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que les gens soient calmes, parce que quand la politique fait son travail, elle ne le fait pas selon que les gens le pensent. Selon ses proches collaborateurs, l'ex-chef de l'État devrait... Merci beaucoup Mawazo Télévision. Je dois intervenir par rapport au discours de monsieur l'ex-président Joseph Kabila Kabange, de ce qu'il avait parlé avant-hier sur son discours. Le monsieur ou son excellence Joseph Kabila doit au moins savoir que le pays, lorsqu'il était président dans ce pays, il connaît l'état à laquelle il avait laissé ce pays et jusqu'à présent, nous n'avons rien trouvé de bon. Par rapport au discours que Joseph Kabila a parlé avant-hier, nous avons trouvé que dans son discours, il n'a pas au moins parlé de ce que nous sommes en train de subir en tant que Congolais au niveau de l'Est. C'est parce que s'il avait l'amour de ce pays, il pouvait au moins donner la solution et donner au moins quelques précautions qu'on pouvait prendre en tant que Congolais pour finir les combats ou soit les guerres qui s'effectuent de l'autre côté de l'Est. Dis-moi ça. Sur cette page ou sur cette vidéo, je peux vous dire encore que le monsieur ou l'ex-président revienne en lui, parce que lui ne peut pas faire ses discours pour bouleverser les Congolais, et parce qu'en tant que Congolais dissent, nous sentons quand même que les douleurs que nous avons, c'est pour que la solution soit trouvée au niveau de l'Est. Dans cet reportage, vous allez observer un peu le discours de notre ancien président. En quelques mots, c'est parti.
Congolaises, Congolais, chers compatriotes, il y a 6 ans, je prenais congé de mes responsabilités en tant que président de la République, chef de l'État. Et fait inédit dans notre pays, en près de 60 ans d'indépendance. J'ai passé pacifiquement la main à un nouveau chef d'État. Depuis lors, je m'étais imposé un strict devoir de réserve, y compris quand j'ai fait l'objet, directement ou par mes proches interposés, de provocations, de déni de droit, d'humiliation, d'imputations dommageables et d'autres multiples atteintes à ma dignité. D'abord, parce que je suis convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité, un antidote lent mais puissant contre le venin du mensonge et de la délation. Mais aussi et surtout, parce qu'agir autrement aurait fait le jeu de ceux qui, par cette campagne odieuse, cherchaient à détourner l'attention de notre peuple de leur incapacité, aujourd'hui avérée, à répondre à ses attentes et aspirations. J'ai enfin décidé de briser ce long silence, de sortir de ma réserve et de m'adresser à vous parce que l'enjeu est de taille. Il est même existentiel. Non pas pour ma famille politique ou biologique, moins encore pour ma modeste personne, mais plutôt pour la nation congolaise et pour l'avenir de notre cher et beau pays. J'ai décidé de briser le silence parce qu'au vu de la situation que traverse notre pays, continuer à me taire m'aurait rendu poursuivable devant le tribunal de l'histoire pour non-assistance à plus de 100 millions de compatriotes en danger. Je saisis cette opportunité pour partager avec vous mes réflexions et participer ainsi à la recherche de la solution à la crise que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, car il est gravement malade et son pronostic vital engagé. Mieux que quiconque, vous en êtes conscient, car vous en faites quotidiennement les frais dans votre chair et vous en payez le prix. Mes chers compatriotes, vu l'importance stratégique de notre pays et le rôle qu'il est appelé à jouer, j'avais, de l'avènement au pouvoir du chef de l'État actuel, conclu avec lui un accord donnant naissance à la coalition entre nos forces politiques respectives. À propos de cet accord, beaucoup de contre-vérités ont été dites, y compris, fort malheureusement, par celui qui est censé connaître la vérité, parce qu'en étant l'un de 2 principaux signataires. En attendant qu'au moment opportun, la vérité soit rétablie, preuve irréfutable à l'appui, permettez-moi pour l'instant d'affirmer qu'en ce qui me concerne, la conclusion de cet accord n'avait pour seule motivation que l'intérêt supérieur de la nation. Par cet accord de mutualisation de forces, j'entendais en effet permettre à mon successeur d'exercer dans la direction des affaires de l'État plus de pouvoir effectif que ce que la faible représentation de sa famille politique au sein de la nouvelle Assemblée nationale était en droit de lui conférer.
Je voulais par ailleurs faciliter le fonctionnement harmonieux des institutions et éviter à la nation, comme à notre jeune démocratie, d'éventuelles crises politiques qui leur auraient été fatales. Cette première alternance pacifique et civilisée à la tête du pays avait suscité d'autant plus d'espoir qu'en janvier 2019, notre pays s'est trouvé en bien meilleur état qu'au moment de ma propre accession à la magistrature suprême en janvier 2001. Alors que j'avais trouvé un pays au bord de l'implosion, miné par une longue dictature et des guerres, sans institutions républicaines, économiquement en faillite et socialement déchiré. Bref, un pays dont l'incertitude de lendemain menaçait la stabilité de toute la région. Le 24 janvier 2019, j'avais en effet légué un bien meilleur héritage à mon successeur, à savoir un pays réunifié, largement pacifié et dont les limites territoriales correspondaient exactement à celles qu'elles étaient au 30 juin 1960. Une nation reconstituée, réconciliée et fière de sa diversité. Un État doté d'une constitution progressiste et des institutions fonctionnant harmonieusement. Une économie dynamique et résiliente et débarrassée du fardeau de la dette hérité de régimes antérieurs, du fait de multiples réformes structurelles engagées. Une armée nationale républicaine de plus en plus professionnelle et capable de relever le défi de la défense de l'intégrité du territoire national. Une démocratie en constante consolidation, avec notamment l'organisation sur fonds propres d'un troisième cycle électoral. Le cœur serré, je constate qu'à peine 6 ans après, ce bel héritage en indivision, légué à l'ensemble de notre peuple, a été complètement dilapidé par celui qui en avait reçu la garde. Que notre pays offre un spectacle de plus désolant et qu'il suscite d'autant plus de désespoir au sein de notre peuple et de pitié et de moquerie à travers le monde, que l'inconscience de ses dirigeants ne permet aucun espoir de redressement. Cette détérioration rapide de la situation générale du pays est principalement due à l'inverse du pouvoir sans limite. Le nouveau dirigeant s'illustre en effet par une série de remises en cause, reniements et violations intentionnelles de la Constitution, avec en toile de fond la volonté irrésistible de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme au mépris du pacte qui cimentait la cohésion de notre peuple. Le premier acte de remise en question de ce pacte républicain, véritable socle de stabilité et de cohésion nationale, a consisté à violer délibérément la Constitution et les lois pertinentes lors du premier remaniement de la Cour constitutionnelle par le président de la République. La violation de ce texte juridique, fondement de tout état de droit, pour de simples raisons de confort politique
est devenue, depuis lors, une marque distinctive de la gouvernance de notre pays. Dans le même esprit, en décembre 2020, il fut organisé un coup d'État institutionnel à la suite du renversement en pleine mandature d'une majorité parlementaire, pourtant dévolue par le peuple souverain, ainsi que le gouvernement qui en était issu. S'en sont ainsi suivis la nomination illégale de membres de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que le simulacre des élections de décembre 2023, organisées en violation du cadre juridique et de normes internationales pertinentes, qui, par une ampleur sans précédent de la fraude, ont amplifié l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. Le coup de grâce a été donné par l'annonce du projet de changement de la Constitution, un projet dont la réalisation liquiderait totalement le consensus national de Sun City. Les conséquences négatives de cette gouvernance non orthodoxe sont pour le moins stupéfiantes. Le pays est ainsi devenu un espace de non-droit. La République a cessé d'être démocratique et la volonté du chef de l'État tient désormais lieu de loi suprême, supplantant la Constitution et les lois. En revanche, érigé en politique du gouvernement, le populisme et la démagogie, le mensonge et l'arrogance, la discrimination et la stigmatisation de certaines composantes de notre peuple, l'institutionnalisation du tribalisme et du népotisme, l'opposition de communautés nationales les unes aux autres, le discours de haine et l'injustice ainsi que l'impunité ont d'autant plus aisément détruit la cohésion nationale et le vivre ensemble que l'opulence outrancière et le non-respect de la parole donnée sont les maîtres mots de la classe politique au pouvoir. Ce qui a rendu le pays fragile et donc vulnérable. Plus grave, le repli identitaire, dangereux pour l'édification de toute nation, a refait surface, avec ses vieux démons dont l'intolérance et la division est circonstance aggravante. Cela est non seulement toléré et impuni, mais aussi et surtout véhiculé et financé par les tenants du pouvoir. Face à cette dérive, le Parlement a abdiqué de sa mission constitutionnelle de contre-pouvoir. Il a ainsi cessé d'être le temple de la démocratie, le lieu par excellence de l'expression législative et la volonté du souverain primaire, pour ne plus être qu'une chambre d'enregistrement de la volonté d'une seule personne. Quant à la justice, garante constitutionnelle des libertés publiques et du socle de valeurs, qui structure notre identité et forge notre unité, elle a complètement démissionné de ses responsabilités, se laissant ouvertement instrumentalisée à des fins politiques. Elle n'est donc plus qu'un instrument d'oppression d'une dictature qui tente désespérément de survivre à contre-courant de l'histoire, par la terreur et l'imposition de la pensée unique. Rôle peu louable,
qu'elle partage avec les milices tribales, ainsi que la police et le service de renseignement, eux aussi détournés de leur noble mission de protection des citoyens et de sécurisation de l'État. Sur le plan économique, la situation est de plus inquiétante. Malgré l'augmentation des recettes publiques, essentiellement due à l'arrivée à maturité de toutes les réformes courageusement votées de 2002 à 2018, notamment le nouveau code minier, forestier, des hydrocarbures, des assurances et de la sous-traitance, et un niveau d'aide financière accrue de la part des institutions de Bretton Woods. Aucun investissement n'a été réalisé pour doter le pays d'infrastructures modernes, soutenir des réformes structurelles et stimuler la croissance. Par contre, l'inflation et la dépréciation monétaire, jadis vaincues, sont de retour. La corruption et le détournement de deniers publics ont atteint un niveau inédit. Et l'endettement public que nous avions maîtrisé de 2010 a de nouveau grimpé en flèche, dépassant la barre de 10 milliards de dollars et suscitant des inquiétudes légitimes quant à la solvabilité à moyen et long terme du pays. Les conséquences sur le plan social sont aussi dramatiques. Aggravation du chômage, accumulation des arriérés des salaires des agents de l'État, baisse drastique du niveau de vie de la population et recrudescence du banditisme urbain, de l'exode rural et de la famine dans un nombre croissant de provinces. Les Congolais sont désormais en proie à une véritable angoisse existentielle. Parmi les victimes résignées de ce gâchis se trouve en bonne place notre jeunesse, qui a été pourtant de tout le combat démocratique et qui a beaucoup cru aux vertus de l'alternance pacifique. Aujourd'hui, sans repère ni perspective sérieuse du lendemain, ils se sont abandonnés, laissés à la merci des entrepreneurs de conflits et de vendeurs d'illusions de tous bords. Rien de ce qui lui a été promis depuis 6 ans n'a été réalisé. À cette jeunesse désabusée, comme à l'ensemble de notre peuple, nous tenons à donner une assurance. L'échec d'un régime compromet, mais ne scelle pas définitivement le sort d'un peuple. Mes chers compatriotes, s'agissant de la situation sécuritaire, dans les grandes agglomérations comme dans nos campagnes, elle est partout plus que préoccupante. C'est le cas notamment au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri, au Maniema, au Tanganyika, au Katanga. Entre sceptisme, espoir et indifférence, les opinions restent partagées, mais une chose est claire, ces retours médiatiques ne laissent personne indifférent. Toujours dans le même optique, un temps calme, une posture posée,
mais un message clair. Joseph Kabila appelle à la vigilance, au patriotisme et à la cohésion nationale. Il annonce pas son retour politique, mais en sa prise de parole résonne comme un rappel, celui d'un ancien chef d'État qui observe, qui s'inquiète et qui pourrait encore peser dans l'avenir du Congo. Un discours qui intervient à un moment charnière pour la République démocratique du Congo où les incertitudes politiques coûtoisent les défis sécuritaires et économiques. Merci de nous avoir suivis, Zébi, jusqu'à la fin de notre émission sur Mawazo Télévision. Nous vous demandons de rester branchés sur notre chaîne. Il y aura des émissions à ce qui concerne la politique, ce qui concerne les émissions bibliques. C'est sur ce point que nous terminons pour vous dire abonnez-vous sur Mawazo Télévision, commentez et likez